transféré dans le camp militaire de Kati où les choses ont démarré déjà tôt ce matin, ainsi que le Premier ministre Boubou Cissé. Une situation que nous allons analyser ici sur ce plateau spécial avec certains invités, notamment je commence par ma droite avec Ablaye Mbow qui est journaliste, consultant également de la maison. Bonsoir Ablaye. Bonsoir à toi Birahim, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Et Mamadou Thior qui est également journaliste, consultant et analyste politique. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Birahim, et ravi de répondre à votre invitation. Bonsoir à Mbo. Qui connaît également la situation et qui connaît la sous-région, c'est la raison de l'invitation. On aura également Babacar Justin Ndiaye qui est également analyste politique, de même que Moundiaye Cissé, le président de l'ONG 3D. Alors, la situation, elle est campée. On sera en ligne dans un instant avec un confrère, un doyen de la presse sénégalaise à Bamako, établi depuis un certain temps. Il s'agit de Martin Faye, que l'on aura sûrement dans un instant. Alors, Mamadou Thior, d'abord, cette situation qui aujourd'hui prévaut au Mali. Depuis ce matin, il y avait déjà les prémices de cette situation. Apparemment, les choses sont allées très rapidement. Oui, surtout en début d'après-midi, Birahim, parce que ce matin, on nous parlait d'une mutinerie. Et ironie du sort, vous savez, c'est Kati. Et on se rappelle quand Ibeka a été élu en 2013, parce que ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous du fameux coup d'État de mars 2012 avec le capitaine Amadou Haya Sanogo. C'était parti de Kati. Et Ibeka, à son arrivée au pouvoir, s'était juré que Kati ne va plus terroriser le reste du pays. Mais voyez-vous, c'est peut-être il a fait une très mauvaise lecture. Aujourd'hui, c'est Kati qui risque de mettre fin à son régime. Et que quand on regarde un peu le cocktail était quand même explosif. Quand vous prenez le ras-le-bol... On sentait déjà les prémices de cette situation. Oui, le ras-le-bol des militaires qui se faisaient tuer sur le front. Pendant ce temps-là, l'argent qui était destiné à l'achat des équipements militaires, on leur achetait du matériel bas de gamme. Et là, peut-être on va y revenir plus tard, le fameux rapport de l'ONU, qui n'est pas encore publié, mais on a eu des fuites qui montrent que, bon, certains pontes et même certains hauts gradés de l'armée ont bouffé l'argent, alors que, bon, les pauvres soldats maliens sont en train de se battre comme de beaux diables sur le terrain des djihadistes pour un peu prendre le dessus. Et quand vous voyez un peu cette fronde sociale qui est partie de la marche du 5 juin, vous faites un peu la jonction. Je pense que c'était quand même assez intenable. C'était prévisible. Un problème financier dans les différentes arrestations. On note notamment les généraux, 4 généraux ce matin qui ont été arrêtés par des subalternes. Qui ne sont pas ciblés pour rien. Exactement. Alors, nous a rejoint également Serigne Saliou Gueye. Bonsoir Serigne Saliou. Cette situation, elle était prévisible. Finalement, on est arrivé, on ne le dira pas peut-être en ces termes, au pire, puisque le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, arrêté, transféré à Kati, ainsi que son Premier ministre et d'autres dignitaires de la République. La situation aujourd'hui qui prévaut au Mali, c'est une situation quand même qui était prévisible, comme vous venez de le dire. Parce que je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas faire, bien sûr, la relation des faits. Oui, alors, apparemment, un petit problème avec le micro de Serigne Saliou Gueye. On va peut-être donner la parole à Ablaye Mbow. Vous connaissez déjà le Mali pour y avoir vécu. Une situation, tout à l'heure, on le rappelait, qui était prévisible avec tous ces chemins qui ont été balisés par notamment ceux qui s'opposaient à Ibrahim Boubacar Keïta. Effectivement, et je crois bien que ce n'est pas une situation inédite. Et ce qui est en train de se passer au Mali, c'était une situation qui était attendue. Et quand on a un regard observateur, on se disait bel et bien que la situation allait dégénérer. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement populaire suscité par l'imam Diko et des membres de la société civile et des partis politiques, coalition de partis au niveau justement du Mali, laissait présager justement une chute libre justement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le doyen
Thior a parlé d'un système de corruption noté dans un rapport des Nations Unies, mais il faut également reconnaître un fait. Depuis l'arrivée d'Ibrahima Boubacar Keïta, c'est un système de corruption exponentielle qui est dénoncé au plus haut sommet de l'État. Prenons l'exemple justement des militaires. Il y a ce que les Maliens appellent le régime des 2 bulletins de salaire en ce qui concerne les Maliens. Parce que les soldats aujourd'hui, certains pour la majorité, ne reçoivent pratiquement que la moitié de leur salaire parce qu'il y a justement 2 bulletins. Un bulletin de salaire que le soldat lui-même reçoit et un autre bulletin de salaire déclaré au plus haut sommet et que justement les généraux se partagent, j'allais dire les officiers se partagent. Donc il y a eu ce ras-le-bol autant des populations mais autant de l'armée, mais il ne faut pas également oublier qu'au niveau même de la police malienne, il y a eu récemment un mouvement d'humeur, des policiers même sont allés en grève parce que tout simplement 2 d'entre eux ont été incarcérés parce qu'accusés d'avoir livré, d'avoir donné des informations à des journalistes maliens, ce qui leur vaut leur incarcération. Ce qui veut dire que donc la situation politique, la situation de la gestion du conflit dans le Nord était une situation explosive et justement aujourd'hui c'est ce cocktail qui a mené à l'implosion justement du régime du président Ibrahima Boubacar Keïta. Mais s'il avait écouté son peuple, s'il avait écouté le vent du soulèvement du peuple malien, je crois bien qu'il aurait pris les devants en annonçant tout simplement son départ, même s'il a été élu. C'est un président légalement élu mais qui n'est pas pour autant légitime parce qu'on sait les conditions dans lesquelles l'élection présidentielle avait été organisée et tenue. Oui, alors, nous allons revenir peut-être vers vous, Serigne Saliou Gueye. On parlait d'un gouvernement qui pourrait s'attendre au pire. Ce matin, au déclenchement des événements, il y a eu un communiqué du Premier ministre Boubou Cissé, lui également déposé, je le rappelle. Dans ce communiqué, ils appelaient justement à déboucher aujourd'hui sur des négociations. Est-ce que ce n'était pas trop tard finalement? Bon, parce que quand j'ai entendu son communiqué, il avait dit que certainement que dès l'instant qu'il y a mutinerie, c'est parce qu'il y a des frustrations. Et quand il y a des frustrations, cela, bien sûr, nécessite forcément des négociations. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un peu tard. Ce qui arrive aujourd'hui avec ce putsch, bien sûr, orchestré par les militaires, il faut quand même faire un peu le lien avec le malaise démocratique que traverse le Mali depuis quasiment 2012. Parce qu'il faut se dire que quand le général Aïssonolo, bien sûr, a été aussi écarté complètement du pouvoir, bon, et qu'il y a eu l'avènement, bien sûr, d'Ibrahima Boubacar Keïta, il a eu des soutiens forts. Parce que n'oublions pas aussi que l'imam du coup faisait partie de ceux-là qui ont soutenu Ibrahima Boubacar Keïta pour arriver, bien sûr, à la tête de l'État. Mais à la fin de son premier mandat, les gens ont été déçus, bien sûr, en tout cas de la malgouvernance qui sévissait dans le pays. L'autre problème aussi qui se pose, c'est que je crois que là aussi, c'est un facteur important. C'est-à-dire le problème, c'est-à-dire le syndrome Karim. Moi, quand je le regarde, souvent j'ai l'impression de voir un peu notre Karim Wade qui a été, bien sûr, qui a cristallisé l'ensemble des frustrations et des colères sur le régime d'Abdoulaye. Mais ce Karim Keïta-là aussi, il faut se dire que depuis un certain temps, il a été quand même l'épicentre de l'ensemble des colères et des frustrations de plusieurs Maliens. Parce que ce Karim Keïta-là, d'abord, il est député à l'Assemblée nationale, il a été le président de la commission de défense de la sécurité et de la protection civile à l'Assemblée nationale, et les gens l'accusent aussi ingénieusement de placer ses amis, de le faire bénéficier de beaucoup de marchés de l'État, tout en se protégeant. Donc vous voyez aujourd'hui, et d'ailleurs, les dernières élections, qu'est-ce qu'on a dit que toutes ces fraudes-là qui ont eu lors des dernières élections, c'est des fraudes quand même qui ont favorisé aux proches, bien sûr, de Karim Keïta. Et là, il devenait complètement la cible, bien sûr, de l'ensemble des opposants, bien sûr, qui se trouvent au sein même du mouvement M5. Maintenant, je crois que cet ensemble de facteurs-là, ce condensé de facteurs, ajouté bien sûr à la frustration des militaires. Parce que n'oublions pas aussi qu'il y a un problème sécuritaire qui se pose au Mali depuis 2012. Je crois que là aussi, il faut quand même faire un peu le link. Et le malaise aussi, vraiment, que l'on retrouve toujours ces militaires-là. Parce qu'on a évoqué le cas de ces militaires. Mais n'oublions pas aussi que ce qui avait amené les Aïssanogo à s'emparer du pouvoir, c'est parce qu'à l'époque, les militaires quasiment qui se trouvaient dans le cas de Kati, ils avaient des salaires quand même de 40 000 francs. Et d'ailleurs, à l'époque... C'est valable et pour les militaires, c'est valable aussi pour la police qui est non seulement sous-équipée, mais également ne bénéficiait pas justement de bons salaires, contrairement aux généraux aujourd'hui qui en bénéficient. D'ailleurs, c'est ça qui avait fait qu'à l'époque, quand
le nord malien, bien sûr, qui était occupé par le MNLA et je crois par Sandine, que le le ministre de la Défense et aussi, je crois, un autre colonel de l'armée, quand ils s'étaient rendus à Kati pour parler du septentrion malien, c'est là où les militaires quand même étaient complètement encolérés et s'en sont pris bien sûr à ces militaires-là. Et c'est par la suite même qu'ils ont pris des automitrailleuses pour aller au niveau de Bamako, et c'est de là où est parti le push. Donc ça, vraiment, c'était complètement improvisé. Mais ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas le mettre quand même dans le domaine de l'improvisation, parce que c'est des choses quand même que les gens ont mûri depuis un certain temps. Et aussi, il faut faire surtout le lien avec vraiment le malaise démocratique politique que traverse aujourd'hui le Mali, bien sûr, sous l'impulsion du mouvement M5, dirigé par le leader de l'imam. Sinon, par rapport à ce que dit Serigne Saliou, le cas Karim Keïta, moi je me rappelle en 2013, quand il a été élu, le président Ibeka a été averti. Les gens lui ont dit, partant de l'exemple de Karim Wade ici au Sénégal, attention, un Karim peut en cacher un autre. Et dès son élection, on a vu, le Karim a pris du galon. Et ça, il faut s'attendre un peu aux mêmes effets que Karim a eu, une sorte de repoussoir. D'une gestion familiale du pouvoir, finalement. Absolument, parce qu'il aurait pu s'en passer. Vous savez, souvent, quand on le dit à nos chefs d'État, oui, pourquoi? Parce que si la famille a la compétence, on ne doit pas... Mais c'est pour éviter des choses de ce genre. Parce que quand il y a un malaise social, la famille devient un repoussoir. Pour un oui ou pour un non, on va lui faire porter le chapeau. C'est pourquoi mieux vaut garder la famille loin des sphères du pouvoir. Ils peuvent faire le trou dans le privé, parce qu'on a vu avec d'autres présidents dans beaucoup de pays où la famille n'est pas associée ni de près à la gestion du pouvoir. Mais ajouter à Serigne Saliou a dit que le malaise remonte à 2012. Moi, je voudrais partir. Les gens ne prêtent certainement pas attention. Le malaise est même parti de 2002. Rappelez-vous dans quelles conditions l'ATT, le fameux Messie, est arrivé au pouvoir. Vous savez, qui, je rappelle, est venu se réfugier au Sénégal. Absolument. On verra peut-être un peu plus tard quelle sera la finalité pour Ibrahim Boubacar Keïta. Quand il a pris le pouvoir dans les conditions. Et quand il prenait le pouvoir en 2002, il a pris le pouvoir sans parti politique. C'est lui qui a terrorisé ce qu'on appelle le consensus malien. Il n'y avait ni pouvoir, il n'y avait ni opposition. C'est pourquoi j'ai dit souvent, il faut que les gens qui gouvernent fassent attention. Il faut faire en sorte que dans une démocratie, qu'il y ait un pouvoir et une opposition. Quand on travaille à fragiliser son opposition, ce que Ibeka a fait, le chef de l'opposition, qui est acté par une loi, parce que c'est Soumaïla Cissé. Je rappelle que Soumaïla Cissé, qui a disparu depuis un certain temps, et dont on se pose encore des questions. Soupçonne le régime d'être derrière ce rapt. Parce que quand on n'imagine pas les djihadistes avoir capturé quelqu'un d'aussi important que Soumaïla sans peut-être demander une rançon ou bien une monnaie d'échange. Donc quelque part, on ne sait pas, depuis 100 jours, plus de 3 mois, 4 mois bientôt, je pense depuis le mois de mars, avant le premier tour, il est en captivité. Et ça aussi, ça a participé parce que quelque part, le pouvoir n'avait plus d'opposition, le chef de l'opposition était en captivité. Finalement, la rue est devenue l'opposition. La rue est devenue l'opposition, peut-être très rapidement, puisque... Oui.